Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA de Saclay et qui fait de l'enseignement à Polytechnique, qui est chercheur, qui s'intéresse plutôt à la topologie cosmique. Donc, c'est une spécialité qui s'intéresse qui essaie de prédire la forme globale de l'univers. Roland Lehoucq est passionné de vulgarisation. Il a fait depuis le début de l'année déjà une cinquantaine de conférences grand public. Et il a également participé à de nombreuses expositions à la Cité des Sciences, au Palais de la Découverte et à la Cité de l'Espace également à Toulouse. Il a également écrit des livres, de nombreux ouvrages. Il n'en a pas amené, je ne pense pas. Mais vous pourrez lire tous ces livres. Il y en a des très récents. Et ce soir, il va nous parler de physique et de science-fiction. Je tiens particulièrement à remercier la mairie, Madame le maire, pour nous accueillir dans cette salle des fêtes. Également la région Champagne-Ardenne et l'université de Reims. Voilà, je laisse la parole à Roland. Merci Maude. Eh bien oui, donc comme l'a dit Maude, aujourd'hui, en dépit du titre et des images qui sont sur cette première diapositive, on va parler de physique. Donc je ne sais pas, la plupart d'entre vous sont étudiants en sciences, j'imagine, ou professeurs en sciences. Il faut connaître un peu de science-fiction aussi ce soir, mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. Je vais discuter de ces 4 films-là, ou ces 4 œuvres-là, plutôt, parce que Superman, je ne vais pas parler du film qui ne vaut pas grand-chose, mais plutôt des premières BD qui sont plus marrantes. Et donc, je vais vous montrer que la réponse à la question qui est posée, c'est oui, on peut parler de physique grâce à la fiction. Et on peut même faire une chose qui me paraît, moi, extrêmement intéressante, c'est de faire une enquête scientifique, que j'appelle une enquête scientifique, c'est-à-dire se poser une question sur ce que l'on voit. Et en général, on essaie de se demander si ça fonctionne. Alors, sans trop vous surprendre, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Mais le plus intéressant, ce n'est pas tellement ça, c'est de se demander si l'on ne peut pas déterminer des choses qui ne sont pas données dans l'œuvre. Par exemple, une des premières enquêtes qu'on va faire, c'est déterminer la puissance que dégage un sabre laser. Et ça, c'est dit nulle part. On ne dit pas un sabre laser, c'est 10 watts, c'est 20 watts, c'est 100 watts, ou beaucoup plus probablement, parce que vu ce qu'ils font avec le sabre laser, la puissance est pas mal, et on va pouvoir la déterminer. Et donc, c'est ce genre d'enquête que moi, j'aime bien faire, pour essayer de finalement mettre la physique en action sur un sujet qui n'est pas notre monde, notre réalité, mais qui est une réalité imaginaire, donc c'est un peu contradictoire de dire ça, sur des choses imaginaires, mais qui sont parfois cohérentes, ou parfois on peut y trouver une cohérence, probablement en dépit de la volonté des réalisateurs ou des auteurs de l'œuvre, où ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne cherchent pas du tout évidemment à faire de la science cohérente dans une œuvre de fiction, ils ne cherchent pas du tout à faire un documentaire scientifique ou être cohérent scientifiquement, mais de temps en temps ça tombe bien, et quand ce temps en temps arrive, c'est assez amusant d'essayer de tirer les fils et de trouver des informations sur l'œuvre. Alors, je vais utiliser les 4 œuvres qui sont là, je vais prendre un exemple à chaque fois, un exemple à chaque fois, parce que sur chacune, j'ai une conférence qui dure largement plus d'1 heure, rien que sur Star Wars. Sur Superman et les super-héros en général, je suis intarissable. Spider-Man en particulier. Et dans Avatar, c'est pareil, j'ai une conférence qui va pouvoir durer 3 heures sur Avatar, où on fait de la physique et de la biologie. Il y a beaucoup de biologie à faire sur Avatar. Je ne suis pas biologiste, mais j'en ai appris un peu. Je me rappelle de ce que j'ai appris en biologie. J'en ai appris un peu, puis j'ai des copains biologistes qui m'ont dit des choses. Donc du coup, à qui j'ai posé des questions. Donc je me suis renseigné sur la biologie pour Avatar. On va faire plutôt de la physique cette fois-ci. Alors on va commencer directement avec Star Wars, avec la force de Star Wars. Tout le monde sait ce que c'est la force dans Star Wars? Non. J'en vois qui ne savent pas. C'est les professeurs les plus anciens qui savent de la physique, mais pas de Star Wars. Mais ce n'est pas très grave. La force avec un grand F dans Star Wars, c'est un pouvoir que possèdent des personnages qui s'appellent les chevaliers de Jedi. Donc ceux-là, on sent qu'ils sont gentils. Il y a les méchants de Jedi aussi, il y a quand même des méchants. Et cette force, ça leur permet de faire des tas d'actions incroyables. Par exemple, ce qu'il y a en dessous, le méchant, là c'est un méchant manifestement, parce qu'il a une tête de méchant. Il est en train d'électrocuter, grâce à la force, il est en train d'électrocuter un des gentils qu'on ne voit pas, mais qui se tortille en bas à gauche. Et puis, il y a un gentil qui s'appelle Obi-Wan Kenobi qui nous explique ce qu'est la force. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est un champ d'énergie.
Ça, c'est mot pour mot ce qu'il dit dans la version française. Alors, c'est un tout petit poil à peine différent de la version anglaise. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Alors, une chose intéressante déjà, quand on a une définition d'un objet, qui semble être un objet physique, la force a des manifestations. On voit qu'ils sont capables de soulever des objets avec, ils sont capables de faire des éclairs, ils sont capables de faire plein de choses avec cette force qui a un grand F. Cette définition-là, elle est... qu'est-ce que vous fait comme effet? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle vous fait comme effet? Je dis ça aux jeunes, aux plus anciens, mais même aux jeunes. Est-ce que si je vous dis ça, si un professeur, si un de vos professeurs de sciences et par exemple de physique vous dit voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui, un truc qui s'appelle la force, et donc voilà ce que c'est, ça vous fait quoi? Vous pensez que c'est un professeur de physique? Que c'est un grand maître de l'ordre Jedi qui vous parle probablement? Ou c'est un type qui après va vous dire, ou une nana qui va vous dire après verser 100 € à la secte qui va bien? Ça ne fait pas tellement science, voilà. Ça fait pas tellement science, ces phrases-là, elles ne font pas tellement science, bien qu'elles utilisent des mots de science, notamment il y a champ et énergie. Donc je pense que dans la salle, s'il y a seulement de scientifiques, s'il y en a qui ne comprennent pas ce que je dis, qui ne comprennent pas, je peux développer un peu, mais je pense que champ et énergie, ça vous dit quelque chose en science. Galaxie, ça fait référence à l'astrophysique évidemment. Être vivant, bon, c'est pas un mot spécifiquement scientifique, être vivant, mais ça fait comme référence à une science qui est disons la biologie. Donc il y a des mots de science et ça fait des phrases et on sent bien que c'est pas de la science. Alors je vais pas élaborer là-dessus, parce que ce serait aussi une conférence pas entière, mais une bonne fraction de la conférence sur qu'est-ce qui fait qu'un assemblage de mots est une phrase scientifique. C'est la même question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qui fait qu'un assemblage de mots français fait une phrase française? Parce que c'est assez facile, il faut que ça respecte les règles de la syntaxe et de la grammaire française. Qu'est-ce qui fait que cette phrase fait sens? Ça, c'est autre chose. Il faut qu'elle fasse référence à quelque chose qu'on connaît. Parce que si je dis aujourd'hui, je suis très content d'être là parce que le ciel est vert, c'est une phrase correctement française, compréhensible en français, mais qui ne fait pas vraiment référence à votre vécu. Et donc en physique, il faudrait se demander qu'est-ce qui fait qu'une phrase est scientifique, qu'est-ce qui fait qu'un assemblage de mots est scientifique ou pas. Et vous pourrez remarquer que dans les publicités, notamment les publicités pour les produits, disons, parapharmaceutiques ou de ce que vous voulez, qui se vendent dans les pharmacies, il y a des publicités qui sont produites et qui sont un assemblage de mots scientifiques et qui ne sont pas scientifiques, qui sont là pour vendre de la camelote. Par exemple, ça concerne plutôt les dames, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir aussi pour les garçons, et puis il y en a plein d'autres qui concerneraient aussi les garçons dans un autre registre. Par exemple, achetez ce pot de crème anti-rides parce qu'il contient des capsules de rétinol actif extraits de l'ADN végétal. 100 € le pot, pas cher, ça a l'air la classe. Et pourquoi ça a l'air la classe? Parce que c'est des capsules de rétinol actif qui contiennent de l'ADN. L'ADN, ça a l'air vachement la classe. Végétal. Alors végétal, c'est bien, c'est vert, c'est cool, c'est pas du pétrole, c'est pas des machins dégueulasses. Donc cette phrase-là, elle est faite explicitement pour utiliser des mots scientifiques et pour faire du marketing. Pourtant, capsule, ça relève de la science. ADN, ça relève de la science. Rétinol, c'est une molécule qui existe vraiment. Actif, en chimie, je pense qu'un site actif, vous savez ce que ça veut dire en chimie, c'est un sens très précis en chimie. Et puis végétal, ça fait référence aussi aux plantes. Donc voilà, un assemblage de mots peut ne pas être français, même si c'est des mots français, peut ne pas être français correctement, ou peut ne pas être compréhensible. Un assemblage de mots français, ou anglais, ou d'une autre langue, peut ne pas forcément faire une phrase de science. Ça, c'est pas une phrase de science. Malgré tout, on peut lui essayer de lui donner un sens, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit les capsules, on dit il y a des petites boîtes qui contiennent un truc qui est du rétinol et qu'on a extrait de l'oignon broyé. C'est ça que ça veut dire. Vous avez pris de l'oignon, vous avez broyé, vous avez extrait l'ADN des cellules de l'oignon, vous avez mélangé avec de l'eau pour faire une émulsion. Ça fait des petites capsules autour du gras. Il y avait des petites capsules de gras dans une émulsion de l'eau ou de l'eau dans le gras. Et puis ça fait des capsules de rétinol actif, parce que actif c'est bien, extrait de l'ADN végétal, par exemple de l'oignon. Donc on peut donner un sens à ça, ça veut dire qu'ils ont broyé, par exemple, de l'oignon, qu'ils ont mélangé, qu'ils ont extrait avec un solvant, par exemple de l'eau ou un solvant organique, et après ils en ont fait une émulsion, ils en ont fait un pot. Ils vous l'ont vendu, ils ont mis un peu de parfum pour faire ça sent bon quand même pas l'oignon. En général, on n'aime pas sentir l'oignon quand on met de la crème. Donc ils rajoutent un peu de parfum, ils ne le disent pas, mais c'est un détail. Donc là, on peut quand même essayer de donner un sens à cette phrase en remarquant que qu'est-ce qui lie la galaxie? Une galaxie, c'est une collection d'étoiles et de gaz. À peu près 150 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée. Et ce qui lie la galaxie, ce qui lie les étoiles et le gaz dans une galaxie, c'est la gravitation. C'est la force de gravité, c'est la seule force qui s'exprime à ces échelles-là. Les deux forces nucléaires, les deux interactions nucléaires sont à très petite distance, de l'ordre du Fermi, 10 puissance moins 15 mètres. Et l'interaction électrostatique, eh bien, elle pourrait s'exprimer a priori à distance aussi grande que l'on veut, sauf que du fait qu'il existe des charges positives et des charges négatives, il y a un écrantage qui se fait entre charges positives et charges négatives, de sorte qu'en pratique, l'interaction électrostatique ne s'exerce qu'à des distances de l'ordre de la taille de l'atome, ce qui explique pourquoi les atomes de cette table ne sont sensibles, un atome de cette table n'est sensible qu'aux atomes les plus proches voisins, et absolument pas sensible à un atome qui est ailleurs dans la table et a fortiori au bout de la salle.
Tandis que du point de vue de la gravité, un atome de cette table est sensible à tous les atomes de la Terre, de l'ensemble des atomes de la Terre, d'autant moins qu'ils sont loin, mais à tous les atomes de la Terre. C'est d'ailleurs parce qu'on est sensible à tous les atomes de la Terre qu'on a un poids et qui fait qu'on le ressent tous les jours, alors que électrostatiquement parlant, vous êtes sensible à rien du tout. D'ailleurs, vous pouvez vous déplacer sans rester collé bêtement sur le sol. D'accord ? Si vous étiez sensible électrostatiquement à ce qui se passe sous vos pieds, eh ben vous seriez collé au sol. Et vous seriez là à soulever un pied et à soulever votre pied à chaque fois que vous vous déplacez. Donc, il dit la galaxie, c'est ce champ d'énergie, c'est le champ de gravitation. C'est un champ d'énergie, il n'y a qu'à se rendre compte, vous prenez un objet, par exemple cette montre, et vous la lâchez, ah ben elle est tombée, elle tombe, donc elle acquiert une vitesse spontanément, j'ai rien fait, je ne l'ai pas jetée, je l'ai tenue à vitesse nue, j'ai lâché, elle est tombée spontanément, elle est dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la montre qui en tombant a tout cassé? Ah, c'est marrant ça. Ah bon, c'est bizarre. Et elle a acquis une vitesse, elle a acquis donc une énergie cinétique. C'est l'énergie potentielle gravitationnelle qui s'est transformée en énergie cinétique. N'empêche que la gravitation est un champ de gravitation, un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, c'est une évidence, par toute matière en général, y compris la matière inerte. Il nous entoure, nous pénètre, c'est une évidence. Ça lie la galaxie, c'est une évidence. Si c'était écrit par un étudiant, on dirait « peut mieux faire » parce que ça ne définit pas vraiment parfaitement la force de gravitation, dans la mesure où ça laisse sous-entendre qu'il n'y a que les êtres vivants qui créent une force de gravitation, alors qu'évidemment, ça fait beaucoup d'extraterrestres obèses si on veut lier les 150 milliards de masses solaires d'une galaxie. Donc il faut que ça soit aussi la matière inerte, sinon si c'est que la matière vivante, c'est pas beaucoup. Donc cette phrase, elle a l'air de dire que la force, c'est la force de gravité, on n'a pas besoin d'appeler avec un grand F, c'est la force de gravité. Et d'ailleurs dans le film, si vous vous rappelez dans le film, on voit Skywalker qui s'entraîne sur Dagobah avec Yoda. C'est les deux gentils, ceux-là. Dagobah, c'est une planète. Yoda, c'est le grand maître, c'est vous. Vous avez un peu une tête de Yoda. Et vous, si je puis me permettre, mais la couleur en moins, il est vert, Yoda. Il est vert, Yoda. Bon, l'autre, il rigole, je me moque de vous, bêtement. Mais je vous promets, c'est une bonne comparaison. Vous ne serez pas, comment dire, quand vous verrez qu'il y a Yoda, à la sortie, ouais, c'est ça. Au prochain film. Et donc Yoda explique à Skywalker comment il faut maîtriser la force. Et notamment dans son entraînement, Skywalker s'entraîne à soulever des choses sans les toucher, sans contact. Il les regarde, il se concentre, ça se soulève. Donc si d'une façon ou d'une autre, maîtriser la force, c'est être capable de maîtriser la force de gravitation, ça veut dire qu'il suffit que sous mode, par exemple, je prends une autre personne, si sous mode, j'annule la champ de pesanteur terrestre, je ne sais pas comment je fais ça, mais si je suis capable de faire ça, elle va en ressentir les effets, elle sera sans pesanteur, donc elle va se sentir en impesanteur, et puis si j'inverse le champ de pesanteur, elle va tomber dans le sens de la pesanteur, c'est-à-dire vers le plafond pour nous. D'accord ? Donc si je sais maîtriser la gravité, je ne sais pas comment on fait ça, alors je peux faire les effets qu'on voit dans le film, notamment de soulever des objets, ou alors parfois dans des combats entre le méchant de Jedi, alors vous êtes Yoda, donc c'est pas ouf, lui c'est le méchant de Jedi, il faut bien que j'en prenne un, alors lui c'est le méchant, il va me casser la figure, donc, ou plutôt c'est lui qui fait ça, il fait un petit geste de la main, et il y a un gros objet qui se dirige vers moi, comme s'il tombait horizontalement, enfin qu'on tombe verticalement, c'est même comme ça qu'on définit la verticale. C'est le sens où tombent spontanément les objets. Si je prends un truc, je le lâche, ça tombe spontanément sur la verticale vers le centre de la Terre, sauf si vous êtes en impesanteur. Mais si vous décidez que le champ de pesanteur maintenant est horizontal, ça veut dire que toute la salle va tomber dans le mur qui est là-bas, parce que j'ai décidé, je ne sais pas comment, que le champ de pesanteur était horizontal. D'accord ? Donc les effets qu'on voit de la force peuvent se comparer à la maîtrise de la gravitation, et cette phrase-là, bon, elle n'est pas complètement incompatible, elle est assez proche, disons, d'une définition de ce que serait le champ de gravitation. Alors, sauf que quand on regarde l'image qui est en dessous maintenant, on ne voit pas du tout de la gravitation. Donc c'est là où l'incohérence commence. On ne voit pas du tout de la gravitation. On voit l'empereur qui est en train d'électrocuter Skywalker. Donc là, les manifestations, c'est plutôt de l'électrostatique. Et on a l'impression que l'empereur utilise la force comme un générateur de tension. Alors, est-ce qu'on peut chiffrer la différence de potentiel entre l'empereur et le sol ? Vous avez 1 heure. Ça ne fait pas rigoler comme exercice. D'accord ? C'est ça les problèmes. C'est-à-dire que vous êtes habitués souvent à ce qu'on vous pose des questions. En dépit de ce que vous pensez de vos professeurs, ils sont bienveillants avec vous. Ils vous posent des questions qui sont dans l'ordre en général, qui sont écrites en un français généralement correct. Et s'il y a des fautes, ce n'est pas de leur faute. Enfin, ils ne le font pas exprès. Il y a toutes les informations. On vous donne les valeurs numériques, ils vous donnent les quantités. Ils ne vous en donnent pas plus. Ils ne vous en donnent pas moins non plus. Et ils vous posent des questions 1, 2, 3, 4, partie 1, partie 2, partie 3. En général, on écrit les parties sont largement indépendantes.
C'est-à-dire quand vous sentez un peu bito sur la partie 1, vous laissez pisser, vous passez à la partie 3 histoire de gratter 3 points. D'accord ? Tout le monde fait ça, moi-même, j'ai fait ça. D'ailleurs, vos professeurs aussi ont fait ça. Donc c'est pas une honte, mais c'est un peu ça l'ambiance. Et ça veut donc dire que vous êtes habitué à ce que vous résolvez à résoudre des problèmes qui sont bien posés. D'accord ? Et gentiment et de façon bienveillante. Alors que là, le problème n'est pas du tout bienveillant. On vous donne cette image et on vous dit quelle est la différence de potentiel entre l'empereur et le sol. Vous avez 1 heure. Démerdez-vous. Il n'y a aucun nombre, il n'y a aucune question, enfin une seule question, puis voilà, il faut vous débrouiller. Alors comment vous faites ? D'abord, pourquoi il y a des éclairs ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des éclairs dans l'air ? Il a rendu l'air conducteur. C'est facile de rendre l'air conducteur, c'est conducteur l'air habituellement ? Et non, c'est pas conducteur. Spontanément comme ça, c'est pas conducteur. Et si on veut le rendre conducteur, on peut. Ça s'appelle des éclairs justement. Mais il faut faire un effort. Il faut créer un champ électrique, une différence de potentiel qui est assez importante. Assez importante pour l'air, c'est à peu près 13 millions de volts par mètre. Vous prenez 2 électrodes séparées d'1 mètre, 13 millions de volts. Et ça fait un éclair qui passe. On peut ruser un peu. On peut ruser un peu, parce que vous savez que les conducteurs, peut-être pas encore, je ne sais pas, typiquement c'est quoi votre niveau de classe ? C'est sup, c'est spé, c'est terminal ? Spé ? Ah, alors là vous savez. Sup, bon ça va, les sup, ils se cachent au fond, ah, nous on ne sait pas monsieur. Je sais. Vous avez dû entendre parler qu'il y a quelque chose qui s'appelle le pouvoir des pointes, que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. D'accord ? C'est pour ça que les paratonnerres, non, ça vous dit rien. Soit vous ne l'avez pas vu en cours, auquel cas tout va bien, soit vous l'avez vu en cours, il va falloir réviser pour les concours qui arrivent dans 25 semaines. Donc, si. C'est dans 25 semaines. C'est pas ça ? Je suis désagréable ce soir, vous dites, putain, on n'aurait jamais dû venir ici. Et donc, les paratonnerres, c'est des pointes, par exemple. Si vous voulez faire claquer une pile, par exemple, prenez une pile, et si vous prenez une aiguille à coudre, vous la scotchez sur une électrode, vous prenez une autre aiguille qui touche l'autre électrode et vous les rapprochez, quand elles sont à 1 millimètre, ça va faire un petit éclair. Parce que même 4 volts, sur 1 millimètre, avec le rayon de courbure extrêmement faible de l'aiguille, ça va faire un champ électrique suffisant pour faire claquer l'air, ça va tuer la pile d'un seul coup, elle va se décharger d'un coup, comme si vous faisiez un court-circuit évidemment, mais vous auriez un tout petit éclair. Donc on peut faire ça dans l'air à condition d'avoir un champ électrique suffisamment important. Et vous voyez que du point de vue du rayon de courbure des conducteurs, l'empereur il a mis ses mains comme ça. Ils avaient mis comme ça, ou comme ça. Très mauvais, pas très bon, un peu mieux, mais vachement bien. D'accord ? Parce que tous les doigts là, ils ont des petits. S'il a des ongles pointus, métallisés, ça c'est la classe. Là, il a pensé l'empereur, d'accord ? Donc il a plutôt une bonne position pour avoir des conducteurs, des mauvais conducteurs que sont les doigts, mais du plus petit rayon de courbure possible. Alors la différence de potentiel, c'est combien finalement ? On a dit 13 millions, 10 millions de volts par mètre, 10 mégavolts par mètre, il y a 3 mètres, 30 mégavolts. C'est brutal. Bon, après, on peut réfléchir parce qu'il y a le rayon de courbure. Alors après, on peut chiader, on peut faire des choses plus complexes. Mais vite fait, la différence de potentiel, c'est plusieurs dizaines de millions de volts entre l'empereur et le sol. Alors ça, on peut le faire. Il suffit d'aller au Palais de la Découverte à Paris. Regardez, là, il y a un expérimentateur, un médiateur scientifique. Là, il y a une jeune fille. En général, on prend quelqu'un qui a des cheveux longs. Donc typiquement, moi, je ne suis jamais emmerdé. Et on prend quelqu'un qui a des cheveux longs. La jeune fille, là, en l'occurrence, monte sur le support qui est isolé du sol. Elle monte sur un support conducteur. Derrière, c'est branché un générateur de tension qui met ça à 300 000 volts. Le support est donc la jeune fille. Ses cheveux électrisés, chargés électriquement d'une charge toute la même, positive par exemple, se retrouvent à s'écarter les uns des autres. Et puis quand elle tient dans sa main un bâton métallique pointu qui s'approche d'un autre bâton métallique pointu tenu par le médiateur scientifique, bâton qui est relié au sol, eh bien ça ferme le circuit. Et le circuit est fermé en passant à travers l'air, en dépit du fait que l'air est un isolant pour les tensions habituelles. Mais là, il y a 300 000 volts, c'est pointu, il y a quelques 30, 40 ou 50 cm, et puis ça fait passer un éclair. Là, on voit, sur cette photographie-là, on voit plusieurs éclairs superposés, ce qui est une espèce de faisceau d'éclairs, mais quand on voit à l'œil, on voit très très bien les éclairs qui claquent d'une pointe à l'autre. C'est assez spectaculaire. Donc, il fait le Palais de la Découverte, mais avec des millions de volts, au lieu de faire des centaines de milliers de volts. C'est juste ce qu'il fait avec la force. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça passe dans l'air ? Par où d'autre ça pourrait passer, le courant électrique là, qu'il envoie ? Par le sol, ouais. Par ses pieds évidemment. Vous avez vu la jeune fille, elle est isolée, elle a un support qui fait 1 mètre de hauteur. Alors du coup, il faut se dire, ça c'est génial, on va pouvoir déterminer une quantité qui n'est pas donnée dans le film, c'est la hauteur des chaussures de l'empereur. Parce que s'il est pieds nus par terre, par exemple, il s'électrocute.
C'est beaucoup plus simple de passer à travers les pieds que de passer à travers l'air quand même. C'est le moins bon la résistance la plus grande, c'est dans l'air, c'est pas dans les pieds. Donc il s'électrocute tout seul. Ça, c'est l'auto-électrocution, c'est assez rare. Les poissons torpilles, les poissons électriques, les gymnotes, elles s'auto-électrocutent pas elles. Donc là, l'auto-électrocution, pour l'éviter, il faut qu'il ait des chaussures, parce qu'il veut pouvoir se déplacer, qui soient suffisamment épaisses. Alors vous téléphonez au fabricant de chaussures, et vous dites le caoutchouc, c'est quoi la résistance, la résistivité ou quelque chose comme ça, qui vous permet de savoir quelle épaisseur il faudra. Les mecs ne savent pas, ils vous prennent pour des fous, vous passez quelques plombs à trouver une valeur. Et une fois que vous avez trouvé une valeur, vous dites, ah ben ça fait quelle épaisseur de chaussure en caoutchouc habituel? Eh bien ça dépend, ça peut être des chaussures en verre, il peut y avoir des chaussures en bois. Bon, ça va dépendre de la chaussure que vous prenez. Bon, j'ai pris du caoutchouc habituel, c'est à peu près 45 cm de hauteur. D'accord ? Donc il a des chaussures de drag queen, ça c'est clair. Il n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. D'ailleurs, peut-être pour ça qu'il a un grand manteau pour cacher sa petite taille. Il a l'air plus grand comme ça. Et c'est une proposition scientifique ce que je viens de vous faire. J'insiste là-dessus parce que c'est une proposition scientifique. D'abord, elle rend compte des apparences, elle rend compte de l'expérience, de ce qu'on voit. D'accord ? La science, elle est construite comme ça. Elle est construite pour rendre compte des apparences. Il y a plein de façons de rendre compte des apparences, plein de façons. Mais elles ne sont pas toutes compatibles avec les expériences que vous faites. D'accord ? Et il y en a certaines qui sont compatibles et d'autres pas. Celles qui ne sont pas, vous les abandonnez. Celles qui le sont, vous les gardez. Et à la fin, vous gardez la meilleure façon, la plus simple façon et la plus cohérente, qui est compatible avec les expériences. Mais il y a une deuxième chose qui permet aussi de qualifier ou de retenir une proposition comme scientifique, c'est non seulement sa capacité explicative, mais sa capacité prédictive. Être capable de prédire un phénomène, de prédire quelque chose qui du coup va susciter des observations, va susciter des expériences qui, si elles sont cohérentes avec la prédiction, vous diront que votre prédiction, c'était bien, et donc la façon dont vous avez fait cette prédiction, la méthode que vous avez utilisée était donc une méthode probablement raisonnable, en tout cas efficace, et donc vous allez plutôt avoir tendance à la conserver, à lui faire confiance, tandis que si la prédiction n'est pas confirmée par une nouvelle expérience, vous allez dégager la prédiction, et vous allez dire, votre calcul, la façon dont vous avez de calculer votre chose est fausse, et vous la mettez de côté, vous recommencez. Donc moi, je fais une prédiction sur la hauteur des chaussures de l'empereur. C'est pas très facile d'aller faire l'expérience, je reconnais, mais en théorie, on pourrait suggérer dans le film de soulever la robe de l'empereur et de survivre à cette expérience, parce que sinon ça va l'énerver, il va vous latter probablement, et de vérifier qu'il a effectivement des chaussures de 30 cm d'épaisseur pour voir que ça se passe, ou 40 cm d'épaisseur. D'accord ? Donc c'est une proposition scientifique qui rend compte des apparences et qui fait une prédiction, et c'est ça la science. La science, c'est quelque chose qui rend compte des apparences et qui propose les moyens de mettre en défaut son raisonnement. Ce n'est pas comme l'astrologie, par exemple, qui ne propose pas de moyens de mettre en défaut. Plus exactement, à chaque fois qu'elle est mise en défaut, ça veut dire à chaque fois, elle continue quand même. C'est-à-dire elle n'essaie pas de se dire « je vais transformer ma méthode de prédiction pour que ça marche mieux, jusqu'à ce que je trouve un truc qui marche ». Non, ils ne font pas ça. Ils continuent pareil, et ça ne marche toujours pas. Mais ils continuent pareil. D'accord ? Alors qu'en science, on a mis 2000 ans, on a galéré, ça a galéré dur. Aristote, la théorie aristotélicienne, ça a duré 20 siècles et tout est fou. Bon, voilà. Des fois, on se trompe, mais à la fin, on finit par trouver la bonne réponse, mais ça prend du temps. Alors, l'autre manip qu'on va faire sur Star Wars, c'est déterminer la puissance d'un sabre laser. En utilisant cette séquence-là, où on voit un Jedi, il plonge son sabre laser dans une porte. Pourquoi ça bouge tout seul ? Dans une porte en, je sais pas quoi, en métal. Je vais prendre de l'acier. Ça peut être ce qu'on veut, vous me dites, et puis on refait les calculs. Mais c'est quelque chose qui est un mélange des éléments chimiques qu'on trouve dans la classification périodique. C'est pas, je sais pas quoi, un truc inconnu, D'accord ? Ça existe. C'est pas le nobténium dont on va parler dans Avatar tout à l'heure. Donc, vous me dites, et puis on refait les calculs. Moi, j'ai pris de l'acier parce que c'était plus simple pour trouver les valeurs numériques. Et puis, c'est de l'acier, c'est un métal sympa. Il plonge son sabre laser dedans, il touille un peu, et le résultat, c'est ça. Ça fait fondre un bout de la porte, un gros bout de la porte, ça fait fondre, c'est-à-dire on voit la porte, ça coule. Dans le film, ça coule. On peut chronométrer combien de temps il met pour faire ça, 3 secondes. Donc il a mis un machin qui donne de l'énergie à la porte en acier, il touille dedans 3 secondes et ça coule. Question, combien d'énergie il faut, et vous diviserez par 3 secondes et vous aurez les watts, combien d'énergie il faut pour faire couler un bout de porte en acier. Vous avez 1 heure. Alors là, c'est pareil, c'est la thermodynamique. Vous êtes tous forcément en sup. Alors les nouveaux, ils sont peut-être pas, s'il y en a vraiment de sup tout nouveau, ça fait 1 mois qu'ils déboulent, alors ça va. Mais ceux qui sont déjà passés en sup, ils devaient se rappeler, putain, la thermo, c'est le truc de fou, là, il y a les delta H et les delta G, putain, on comprend rien. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fondre un bout d'acier ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire fondre un bout d'acier ? Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique ? Me dites pas, il faut juste chauffer. Oui, il faut chauffer, d'accord. Ça, n'importe qui peut dire ça, ma grand-mère peut dire ça. Mais il faut faire quoi en pratique ? Il faut chauffer jusqu'à la température de fusion,
Donc il faut payer la capacité calorifique jusqu'à la température de fusion. La capacité calorifique. Ça rigole pas ce soir. Et après ça, il faut payer la chaleur latente à la température de fusion. D'accord ? Il faut payer 2 trucs, 2 fois. Ça dépend de la masse d'acier que vous avez. La masse d'acier, elle dépend du volume, si vous connaissez la densité de l'acier ou la masse volumique de l'acier. Le volume d'acier qu'il a fait fondre, c'est combien ? On n'en sait rien. Sauf que sur Wikipédia, on apprend que l'acteur fait 1m83. Donc ça donne une échelle. Le trou qu'il fait ici doit faire genre 1 mètre de diamètre. Si c'est 80 cm, ça ne me stresse pas. La porte, quand on la voit qui se ferme, c'est une porte genre coffre-fort de Fort Knox. Donc c'est 80 cm d'acier. Donc il a fait fondre un cylindre d'acier, disons 1 mètre de diamètre sur 1 mètre d'épaisseur ou 80 cm, enfin ce que vous voulez. Typiquement quelques mètres cubes d'acier. Même pas un mètre cube d'acier. Si c'est 1 mètre d'épaisseur, pi d2 sur 4 fois l'épaisseur, ça fait 3 quarts fois 1 au carré fois 1. Donc ça fait 3 quarts de mètre cube. Pi c'est 3, je rappelle. Donc ça fait même pas un mètre cube d'acier, 8 tonnes par mètre cube, ça fait moins de 8 tonnes, mettons 6 tonnes ou 5 tonnes d'acier. Et puis vous multipliez par la capacité calorifique massique, et puis etc., etc. Vous calculez tout ça. Et vous obtenez, j'ai mis les nombres pour ceux que ça intéresse. Et puis la puissance nécessaire, les joules divisés par 3 secondes, ça fait 3 gigawatts. D'accord ? Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est que le sabre laser, et le truc qu'il a dans la main, il a un truc qui ressemble... Ah oui, c'est pas ça. Il a un truc qui a la taille de ce micro, avec le sabre laser qui sort là. Donc dedans, il y a des... Si c'est un système comme nous on ferait avec des piles dedans, il y a des piles, ou quelque chose qui sont des piles. Et pendant 3 secondes, ça sort 3 gigawatts. Je rappelle quand même, 3 gigawatts, ça veut dire 3 cœurs de centrales nucléaires. 3 cœurs de centrales nucléaires qui sont dans un machin gros comme ça. Bon. Alors, vous voyez que là, du coup, on aboutit à quelque chose. Alors, d'une part, on a fait de la science et on a obtenu une information sur le film. 3 gigawatts, c'est beaucoup. Et puis, ça a l'air raisonnable. Hein. Quand après, il se met à couper des robots, à taper dans des trucs avec son sabre laser, on comprend qu'effectivement, ça fait du dégât, le sabre laser, il n'y a pas de problème. Et en même temps, on se dit, ouais, mais c'est quand même pas facile, quoi, parce que le manche, il n'est pas gros. Hein. Donc, si c'est des piles, c'est des bonnes piles. Alors, évidemment, ce n'est pas des piles, c'est la force. Mais on ne sait pas, qu'on devrait d'ailleurs appeler l'énergie, ou la puissance, ou l'énergie plutôt. Hein, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas la force. L'entité physique qui quantifie la capacité d'un système à faire des transformations, c'est l'énergie. Donc on devrait plutôt dire que l'énergie soit avec toi. C'est un peu moins la classe, mais c'est ça. Sauf que, évidemment, vous verrez autour de vous, et peut-être même parfois dans vos esprits, je ne l'espère pas, mais force, énergie, puissance, tout ça, c'est pareil. Hein. Ce matin, je me sentais pas j'avais pas beaucoup d'énergie, j'avais pas la pêche, je me sentais un peu faible, j'avais pas de force, quoi. Tout ça, c'est équivalent dans le grand public. Force, énergie, puissance, c'est des synonymes. Hein. Alors qu'en physique, bon, on peut discuter pendant longtemps sur chacun de ces choses-là. Donc, on aurait dû dire plutôt que l'énergie soit avec eux. Donc, on peut faire une enquête et trouver la puissance sabre laser et constater que ça ne va pas avec l'objet, quoi, à moins qu'il y ait de la magie. C'est un peu ça, la force, c'est un peu de la magie, évidemment. Si on fait ça dans un certain nombre d'autres situations, dans d'autres films de science-fiction, vous pouvez le faire régulièrement, sur les vaisseaux interstellaires ou sur je ne sais quoi, on trouve souvent qu'il y a une violation manifeste de la conservation de l'énergie. Enfin, ça sort beaucoup trop d'énergie pour le volume imparti, et sachant que c'est quoi l'énergie maximum qu'on peut sortir d'un morceau de matière ? Si j'ai 1 kilo de matière, je peux sortir combien de joules au maximum ? MC2. Au mieux, c'est MC2. Hein, l'énergie de masse de ça. Et il faut faire un effort, ce qu'on ne sait pas faire. D'accord ? Ce qu'on sait sortir de mieux en réaction thermonucléaire, qu'on a dans les centrales à fission, on sait sortir à peu près 0,4, 0,3 à 0,4% de MC2. Et dans les centrales à fusion, dans ITER, dont je vais parler dans un instant, parce qu'on va parler de la machine du professeur Octavius, qui est une centrale à fusion, on peut sortir 0,7% de MC2. Donc, quand on sort MC2, hein, parce que typiquement, en fait, c'est ça qui sort, hein, quand on compare ces 3 gigawatts à combien de grammes par seconde disparaissent, combien de grammes C2 disparaissent par seconde, c'est ça. Ce n'est pas des grammes, c'est des milligrammes C2. Donc, il fait disparaître, il convertit intégralement en énergie quelques milligrammes de son sabre laser, de quelque chose qui est dans son sabre laser. Donc, on ne sait pas le faire du tout. Ça, évidemment, est d'assez loin. Alors la machine d'Octavius, c'est dans Spider-Man 2. Octavius, il est là, c'est un scientifique, en dépit des apparences, avec ce bazar-là. Il a des lunettes de soudeur. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'il y a devant lui, il y a un plasma qui est censé être un plasma de fusion. Autrement dit, un plasma, un gaz, donc à très haute température, pas forcément, mais en tout cas là, en l'occurrence, à très haute température. Les plasmas de fusion qu'on rencontrera dans le réacteur ITER, et qu'on rencontre d'ailleurs dans les réacteurs, dans les tokamaks, qui ont déjà été mis en fonction, en service pour l'expérimentation, c'est à peu près 150 à 250 millions de degrés.
Donc il faut reconnaître que quand vous avez une sphère de environ, le gars il doit faire 1,80 m, environ 1 mètre de diamètre qui fait 150 millions de degrés et qu'elle est là devant vous à 2 mètres, il faut un peu plus que des verres de soudeur pour se propager de l'ambiance. Je vous rappelle parce que vous avez déjà peut-être petit approché la main des braises ou d'une flamme, c'est pas 150 millions de degrés, en général on s'arrête assez vite, quoi. On n'essaie pas de la toucher pour se dire que ça va faire chaud, quoi. Même avec une bougie ça marche aussi, quoi. Donc cette sphère-là, elle rayonne une quantité absolument phénoménale d'énergie. Si c'est un plasma de fusion, vous savez sans doute que les corps chauds rayonnent de la lumière, qui rayonnent selon une loi qu'on appelle la loi du corps noir, ou la loi de Planck, et que la quantité, la puissance rayonnée est proportionnelle à la puissance quatrième de la température, à la puissance 4 de la température. Donc c'est une fonction extrêmement rapidement croissante de la température. Et un machin comme ça, pour vous donner une idée, si on prend une sphère comme ça de 1 mètre de diamètre, dont la matière est à 150 millions de degrés, en admettant qu'elle reste là gentiment, que le gaz, sous l'effet de la pression et de la température, s'éparpille pas bêtement, qu'il y a une façon ou d'une autre, quelque chose qui confine cette matière, c'est même ça le problème qu'il y a à avoir dans ITER, c'est garder cette matière très chaude dans un volume réduit, qui fera quand même, je vous montrerai ITER, c'est quand même un volume assez grand. D'ailleurs, on voit qu'il y a une espèce de bazar transparent ici qui a l'air d'être comme on dit en science-fiction, un champ de force, une espèce de boîte qui tient tout ça pour que ça ne sorte pas, un champ de force. Bon, dans le cas d'ITER, le champ de force en question, ça sera un champ magnétique, ce qu'on appelle des bouteilles magnétiques, on appellera ça un confinement magnétique. Et bien, ce plasma-là, il rayonne une puissance lumineuse suffisante pour griller un steak à 400 watts. C'est-à-dire un steak à 400 mètres. C'est-à-dire vous vous mettez à 400 mètres de la sphère, à 400 mètres, vous prenez le steak, c'est-à-dire vous vous mettez comme ça devant, et le flux de rayonnement, c'est le même flux de rayonnement, le même flux d'énergie qu'il y a dans une plaque électrique qui est en train de faire cuire un steak dans une poêle. Donc c'est des 2000 watts sur quelques dizaines de centimètres carrés. Vous les avez à 400 mètres de ce truc-là. Vous voyez que du coup les verres de soudeur, c'est pas mauvais comme idée, mais c'est un peu insuffisant. Et c'est pareil pour les gens qui sont derrière. D'ailleurs, il y a tout un public derrière qui assiste à la démonstration. Alors, en même temps, cet objet-là, est-ce qu'il est vraiment à 150 millions de degrés quand on le voit dans le film comme ça? Alors je vois les grands maîtres qui disent que non, et ils ont évidemment raison. Et pourquoi il n'est pas à 150 millions de degrés? Parce qu'on le voit. On le voit. Et comment je le vois? Il est jaune, un peu noir aussi. C'est le soleil, exactement. Il est un peu jaune. Et la matière rayonne quand elle est chaude, ou quand elle n'est pas chaude, d'ailleurs elle rayonne quelle que soit sa température, d'autant plus que sa température est élevée, et la qualité du rayonnement, la longueur d'onde du rayonnement typique émise par la matière chauffée, dépend de la température. Et la longueur d'onde, en gros, va être, la longueur d'onde typique, on va dire comme ça, est de l'ordre de l'inverse de la température. Donc quand vous êtes à 150 millions de degrés, vous allez rayonner plutôt dans les rayons X, et donc on ne verra pas. Cette sphère-là, on ne devrait pas du tout la voir. L'énergie lumineuse est rayonnée, mais on ne devrait pas la voir. Si on la voit en jaune, comme le soleil, qui est un peu jaunâtre, eh bien, on voit quelque chose qui était plutôt à 6000 degrés. D'accord ? Plutôt à 6000 degrés. Alors, je vous rassure, si cette sphère de 1 mètre, elle fait aussi 6000 degrés, vous êtes carbonisé même à 2 mètres, il n'y a pas de problème. Donc ça ne change pas. Un peu moins carbonisé. Bon. En même temps, si c'est 6000 degrés, ce n'est pas un plasma de fusion. Il n'y a aucune chance. Un plasma de fusion, il faut que les températures soient extrêmement élevées, il faut que 2 noyaux d'atomes, 2 protons par exemple. Alors, ce n'est pas avec des protons qu'on fait ça, mais c'est avec des isotopes de l'hydrogène avec du deutérium et du tritium. Un proton, un neutron pour le deutérium, un proton, 2 neutrons pour le tritium, qu'on approche, et qui doivent s'assembler en dépit du fait qu'ils ont une charge positive qui va les repousser par la force électrostatique. Donc il faut payer une énergie assez considérable pour les repousser, qui est de l'ordre du mégaélectronvolt, de quelques mégaélectronvolts si on veut fusionner 2 noyaux. Donc le mégaélectronvolt, si on convertit ça en température, ça fait plutôt ça fait bien au-delà même des centaines de millions de degrés. Il y a des astuces, je passe. Mais en tout cas, voilà, 6000 degrés, il n'y a aucune chance que vous fassiez même une seule fusion là-dedans. La température de surface du Soleil, 6000 degrés, cette chose-là, en fait, ressemble exactement au Soleil, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont utilisé une métaphore qui est filée, ils l'ont filée jusqu'au bout, une métaphore qui est proposée par les physiciens, et pas que d'ailleurs, qui travaillent sur ces réactions de fusion thermonucléaire en espérant pouvoir les contrôler. On sait faire des réactions de fusion de façon incontrôlée, ça s'appelle les bombes H, les bombes à hydrogène, les bombes thermonucléaires, les bombes à fusion, tout ça c'est la même chose. Et bien ces choses-là, on sait le faire fonctionner la fusion mais de manière incontrôlée. Pour faire de la fusion contrôlée, à viser de produire de l'énergie et remplacer peut-être les centrales à fission qui fonctionnent sur la brisure d'un atome, d'un gros noyau d'atomes comme l'uranium pour en extraire de l'énergie. Là, on assemble 2 noyaux légers
par exemple du deutérium et du tritium pour en faire un plus lourd, de l'hélium, et on gagne de l'énergie dans cette opération, eh bien, ils ont filé la métaphore des physiciens qui travaillent en fusion, qui disent la fusion, c'est l'énergie des étoiles. Et effectivement, le soleil brille parce qu'il est chaud, comme n'importe quel truc brille, ces machins-là. Bon, là, c'est peut-être pas des filaments, ça, mais enfin, n'importe quel machin chaud brille. Vous êtes brillant, dépit des apparences. Simplement, vous êtes à température de surface 25 Celsius, 300 Kelvin, on va dire gros à 300 Kelvin. À 300 Kelvin, vous rayonnez vers 10 microns. Donc en lumière visible, évidemment, vous n'êtes pas des sources primaires de lumière, vous êtes des sources secondaires qui diffusent la lumière ambiante. Mais si je vous regardais avec une caméra sensible à 10 microns, je vous verrai comme des sources primaires de lumière. Donc les choses chaudes brillent, le soleil brille parce qu'il est chaud, et il brille en lumière visible parce qu'il est dans les plusieurs milliers de degrés. Mais le soleil brille longtemps, brille depuis à peu près 5 milliards d'années, même 4,56 milliards d'années, et brillera pendant encore à peu près 5, peut-être 6 milliards d'années, parce qu'il puise son énergie de rayonnement, il compense l'énergie qu'il rayonne et qui est perdue, il la compense par des réactions de fusion nucléaire qui se produisent dans son cœur. Donc l'énergie de fusion, alors, dit rapidement, c'est l'énergie des étoiles. Et donc ils ont filé la métaphore et ils ont mis en plein milieu, ils ont mis un petit soleil. Alors des mots, voilà le soleil. Ici le soleil vient en rayons X, en ultraviolet, et ici le soleil vient en rayons X. Là, en ultraviolet, on voit à la fois le disque solaire et puis ce qui se passe, qu'on appelle les éruptions solaires. Habituellement, en lumière visible, on ne voit que le disque solaire, qui est beaucoup plus brillant en lumière visible, à peu près 1 million de fois plus brillant que la couronne solaire en lumière visible. En ultraviolet, on voit qu'on peut voir tout le monde. Et puis en rayons X, on ne voit que les zones très éruptives du Soleil. Là, ça suit les lignes de champ magnétique là-dessus. On pourrait dire plein de choses sur ces images. Il y a des zones sombres, parce qu'à ces endroits-là, le Soleil n'est pas assez chaud pour émettre, ou ces zones-là correspondent à des zones de la couronne solaire qui ne sont pas assez chaudes pour émettre des rayons X. Pour émettre en rayons X, eh bien voilà, il faut quelques millions, dizaines de millions de degrés. Et donc quand on voit une image comme celle-là, eh bien c'est des endroits sombres qui émettent peu en rayons X, des endroits chauds qui émettent en rayons X des petits filaments, comme si cet objet avait un champ magnétique le long duquel le plasma solaire pouvait être guidé pour faire ces sortes d'éruptions, là en l'occurrence de petites éruptions que l'on voit couramment. Puis là, regardez, il y allait y avoir des boucles ou quelque chose qui démarre, comme s'il y avait un champ magnétique qui sortait de l'astre et que le plasma était forcé de suivre. Donc ça ressemble très exactement au Soleil, et ils ont mis un petit Soleil dans la machine à fusion d'Octavius. La machine, on la voit ici, on voit un morceau là, on voit un morceau là. La machine, sa taille estimée, c'est à peu près 3 mètres. Il fait de la fusion dans un machin qui est tout petit. Voici la taille de ITER. Ça, c'est ITER. Alors la taille, on l'a parce qu'il y a un type ici. Oui, c'est pas 3 mètres de diamètre. La chambre de fusion, elle va faire 10 mètres de diamètre. C'est pas un cylindre, mais typiquement 10 mètres, l'ordre de grandeur, et puis tout un tour. C'est absolument monstrueux. Il y a une autre façon de faire de la fusion avec des lasers, actuellement à Bordeaux, dans un endroit qui s'appelle le LMJ, le laser mégajoule, qui n'est pas encore en fonctionnement. La chambre ici, il y a des humains qui donnent l'échelle. La chambre ici, au milieu de cette chambre, une chambre métallique où il y a 240 faisceaux laser qui vont attaquer une cible en plein, qui est exactement au centre. Ils vont attaquer exactement en même temps la cible, de façon idéalement parfaitement symétrique, et la cible elle fait 2 mm de diamètre, 2 mm de diamètre, et il y a 1 mégajoule d'énergie lumineuse, ça fait beaucoup de photons, je peux vous dire, qui arrivent en même temps sur la cible et qui vont faire fusionner ce qu'elle contient, c'est-à-dire un mélange de deutérium et de tritium le jour où on aura fait fonctionner tout ça. Pour l'instant, c'est en fabrication, ça devrait fonctionner peut-être en 2016 ou 2017. Ça, c'est en fabrication. Ils sont en train de faire le radier, c'est-à-dire les soubassements, qui doivent soutenir les 360 000 tonnes de la machine. 360 000 tonnes. La tour Eiffel, c'est 1000 tonnes. Donc c'est 2000 tonnes. Donc c'est vraiment un putain de truc, comme on dit vulgairement. Donc là, ils font les fondations. Pour l'instant, on est aux fondations. Ça prend un peu de temps. Et puis voilà la machine qui se met à tomber, pas à tomber en panne, mais à diverger. Et là, on voit très très bien le plasma qu'avait initié Octavius. Et bien, on voit très bien, il y a des espèces de grandes boucles, exactement comme on verrait des éruptions solaires sur le Soleil. Donc ils ont vraiment filé la métaphore dans le film. Ils ont pris la fusion, c'est l'énergie des étoiles, et ils ont mis comme plasma de fusion le Soleil. Et puis c'est tout. Alors que le plasma de fusion, évidemment, il ne sera pas du tout dans cet aspect-là. Alors on pourrait encore dire des tas de choses sur Spider-Man 2, sur Spider-Man en général. On va passer à... Alors ça, j'avais déjà montré. À Superman. Alors je vais prendre le Superman du début.
parce que lui, il est encore, disons, raisonnablement déraisonnable, alors que le Superman de la fin, il va plus vite que la lumière, et il projette des planètes au fin fond de la galaxie. On oublie. Je ne peux rien en dire à part que c'est pas possible, puis c'est tout. Donc le Superman du début, il faut d'abord réaliser que c'est un extraterrestre Superman, qui vient de la planète Krypton, et on nous explique, c'est ça qui est intéressant, on nous explique, les auteurs, dans les années 38 est sorti Superman, mais dès les années 39-40, ils ont cherché à justifier pourquoi Superman était très fort, à donner une explication scientifique, ou qui fasse scientifique à la force de Superman. Et vous avez déjà peut-être lu le petit texte, regardez ce qu'il nous explique. Il vient d'une autre planète, et sur Terre, la plus petite taille de notre planète, avec sa plus petite gravité, aide Superman à réaliser des exploits qui pour nous sont extraordinaires. Tout simplement, la raison, c'est donc, il vient d'une planète, la planète Krypton, qui a une gravité qui est supérieure à celle de la Terre, et du coup, Superman, les muscles de Superman sont surdimensionnés dans la gravité terrestre, et il se retrouve être capable de soulever des choses qui pour nous paraissent incroyables, mais pour lui, il sait le faire, parce qu'il aurait dû se déplacer normalement sur Krypton, où la gravité, ma bonne dame, elle est énorme. Et donc, il a des muscles balèzes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet argument-là? D'abord, il est pas mal. Il est pas mal, d'ailleurs, c'est Tintin qui donne la réponse. Regardez ce qui se passe sur la Lune. Et il n'y a pas que Tintin qui a été sur la Lune, il y a aussi quelques astronautes qui ont été, 12 astronautes ont été sur la Lune. La gravité de la Lune est 6 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui fait qu'en dépit de leur lourd scaphandre, c'est le petit film, mais il n'est pas déclenché. Il y a une toute petite vignette là, à côté, ça va bouger. Le drapeau, il ne flotte pas à cause du vent sur la Lune, il y a une tige métallique qui tient le drapeau. Le gars, il marche, il a 120 kg de scaphandre sur le dos, plus lui, il fait 200 kg. Essayez de faire ça, 200 kg, voilà, il fait un saut de 30 ou 40 cm. Déjà, essayez en détente verticale là, tout seul, de faire 40 cm de saut vertical. Et après, celui qui réussit à faire ça, je lui mets 120 kg sur le dos, c'est-à-dire 2 de ses potes, et puis il refait. D'accord ? Ça ne va pas être facile. D'accord ? Ça ne va pas être facile du tout. Donc, la gravité sur la Lune est plus faible, donc le poids est plus faible, la masse évidemment n'a pas changé, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, le poids est plus faible, et donc on peut se dire effectivement sur la Lune, si j'allais sur la Lune dans un gymnase pressurisé, où je peux être en tenue de sport habituelle et pas en scaphandre, et que je jette un poids, ou que je fasse du saut en hauteur, eh bien, je vais avoir des performances, on peut estimer, de l'ordre de 6 fois meilleures. Moi qui fais péniblement 1 mètre en saut en hauteur, je peux espérer faire 6 mètres sur la Lune. Moi qui jette le poids à 25 cm, je peux espérer faire 1,50 m. D'accord ? On peut, parce que la gravité aura été modifiée, avoir des performances supérieures sur la Lune qu'on a sur Terre. Donc l'argument tient. Il y a un petit défaut malgré tout, c'est que Superman donc, est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre bébé. Krypton a été détruite, ses parents l'ont mis dans une fusée, ils ont appuyé sur le bouton, pouf, Superman est parti sur Terre, il est arrivé chez des fermiers du Kansas, qui s'appellent les Kent, il s'appelle Clark Kent. Du coup, il est arrivé bébé et donc il a grandi, et donc ses muscles se sont développés, son corps s'est développé dans la gravité terrestre. Alors prenez un humain et faites-le se développer, et même pas besoin qu'il grandisse, mais juste un humain déjà développé, un adulte, et mettez-le en impesanteur. Au bout de quelques semaines, ses muscles vont commencer à s'atrophier. Et s'il reste 1 an et demi, comme est resté Polyakov, le russe, il y a quelques années, dans les années 90, 1 an et demi, et même bien avant 1 an et demi, il est redescendu sur Terre et il était incapable de sortir tout seul de la capsule. Il était sur son siège, il ne pouvait pas bouger. Il a passé 3 mois allongé, puis 6 mois en rééducation musculaire pour simplement pouvoir rebouger normalement. Ses muscles étaient atrophiés en dépit de l'obligation que les astronautes ont de faire entre 2 et 3 heures par jour de musculation en impesanteur. C'est même ça. Ils ne peuvent pas faire 8 heures par jour ou 15 heures par jour, sinon ils ne foutent plus rien, ça ne sert à rien de les envoyer en orbite. Donc on fait 2 heures, autant envoyer directement le vélo d'appartement, puis les faire bosser sur Terre. Quoi. Et donc là, en dépit de 2 heures de musculation et de vélo à pédaler en impesanteur, eh bien les muscles s'atrophient en impesanteur, et on se retrouve à une situation où les muscles comprennent qu'ils ne sont pas dans la bonne gravité ou pas dans celle où ils étaient habitués, ils font autre chose. Donc a fortiori, Superman bébé arrivant sur Terre, grandissant, au bout de 20 ans, bon, ces muscles ont finalement gardé la mémoire de ce qu'ils auraient dû être sur Krypton. Bon, soit, c'est un peu curieux, admettons. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand on voit une image comme celle-ci, bon, on voit qu'elle est un peu datée, parce que les trains rapides de l'époque, vous voyez, c'est comme des trains à vapeur. Mais vous voyez, ce qui nous explique, c'est que Superman, quand il est devenu adulte, il est capable de dépasser un train à la course. Donc, il est capable de courir. Alors, avec un train comme ça, c'est typiquement 120 ou 130 km/h, sa vitesse de course. Il peut leap 1/8 de mile, alors là c'est les unités, en physique on peut en parler longuement, 1/8 de mile ça fait 200 mètres, et il peut hurdle, ça c'est le saut de haie, hurdle ou saut de haie ou saut en hauteur, c'est plutôt saut de haie, hurdle, 20-story building, ça veut dire immeuble de 20 étages, 3 mètres par étage, 60 mètres, yeah.
D'accord ? 200 mètres en longueur, 60 mètres en hauteur. Ça, on nous donne des performances. Alors moi, quand on me donne des performances, j'essaie de faire quelque chose avec. Et je me dis, tiens, c'est marrant, 200 mètres en longueur et 60 mètres en hauteur, c'est à peu près 30 fois ce que fait un athlète de base. Je ne parle pas d'un super champion, spécialiste. 30 fois 7 mètres en longueur, 30 fois 2 mètres en hauteur. Et j'en déduis quoi ? Qu'est-ce que j'en déduis ? Que la gravité de Krypton, c'est 30 G. Ouais, peut-être 28, j'en sais rien, mais voilà. L'ordre de grandeur, c'est la trentaine de G. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si moi je vais sur la Lune, je vais faire 6 mètres en hauteur au lieu de faire 1 mètre minablement. Eh bien, 30 G. Alors maintenant, si nous on allait sur Krypton, inutile de vous dire qu'on est écrabouillé, on a une petite flaque graisseuse. 30 G, c'est monstrueux, quoi. Nous, le corps humain, je parle alors déjà pour être conscient, capable de faire des actions, c'est 3G, quoi. On peut faire des actions coordonnées en réfléchissant un peu jusqu'à 3G. À 5G, on peut juste être comme ça en disant putain, il ne faut pas que je m'épanouisse, il ne faut pas que je m'évanouisse. À 10G, ça ne discute plus, et le corps humain tient encore à 10G, mais pas longtemps, une trentaine de secondes. Après, ça tire, si vous êtes vertical, il y a le cœur qui est là, et il est tiré 10 fois plus fort vers le bas. Donc ça tire sur l'aorte. Alors essayez de tirer sur votre aorte, vous savez, ça fait mal, puis à un moment donné, il peut y avoir des problèmes, quoi. Il y a des vaisseaux qui vont se briser, il y a des tas de choses qui vont arriver, quoi. Donc à 10G, ça se passe mal, et à 30G, ça se passe probablement très mal. Donc 30G, c'est une planète sur laquelle on ne pourrait pas marcher. Mais on pourrait se demander, alors une planète, ça pourrait être combien de G une planète ? La Terre, c'est 1. Alors Jupiter, on ne peut pas marcher dessus, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est 2,5. Mars, qui est plus petite que la Terre, c'est 38% de gravité terrestre, la Lune, un sixième. Le Soleil, la gravité de surface du Soleil, si on peut parler de ça, parce qu'il y a une surface liquide, c'est 26 G. Donc 30 G, on ne le sent pas pour une planète. C'est un peu grand pour une planète. Voilà. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on ne trouve pas la cohérence, parce que s'en foutent les gars qui ont fait ça. Ils ont donné un argument qui n'est pas si mauvais. L'argument n'est pas si mauvais. Mais ils n'ont pas cherché à rendre toutes les choses cohérentes, ils n'ont rien à foutre. Eux. Ils ont donné un argument plausible, et puis voilà. Et moi, évidemment, en grattant un peu, je vois que ce n'est pas cohérent, mais ce n'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir gratté le truc et de poser la question en ayant a priori peu d'informations et en essayant de tirer le fil pour en sortir le maximum. C'est ça qui est plus intéressant, enfin qui moi me paraît plus intéressant. Alors je ne sais pas ce que j'ai après ça. Ah oui, il y a le monde d'Avatar. Alors Avatar, on va finir avec ça, parce que je ne voulais pas dépasser trop 1 heure. Alors même une image comme ça, vous voyez, ça c'est une image où il y a alors Avatar, il n'y a pas grand-chose à en savoir, de toute façon c'est nul. Mais il y a des belles images, et on peut faire de la physique, et là on voit cet endroit qui est Pandora, l'endroit où se passe l'aventure, qui est un satellite de la planète qui est derrière, qui s'appelle Polyphème. Il s'appelle Polyphème pour une raison évidente. Il y a un grand tourbillon qui fait comme un gros œil de cyclope. Grand tourbillon d'ailleurs qui est explicitement repompé sur Jupiter. Vous prenez des photos de Jupiter qui ont été prises par les sondes, vous prenez Photoshop, vous peignez en bleu, et vous avez Polyphème. Ils ne sont pas pris la tête, Jupiter en bleu. Voilà. Ici, il y a donc Pandora. Là, il y a le vaisseau interstellaire qui amène les humains. On va peut-être en discuter tout à l'heure. Et alors, une image comme ça, on peut en discuter à tous les niveaux. Vous voyez, pour montrer qu'on peut faire ça, là, j'ai fait un peu de physique avec vous, des choses que vous savez, j'espère, pour la plupart d'entre vous. Là, on peut faire ça niveau 6e. Et par exemple, se demander où est la source de lumière, même niveau sup ou spé, parce que des fois, on se réfléchit, on se dit merde, c'est vrai, il a raison. Où est la source de lumière qui éclaire la scène ? C'est facile. Mais il faut le dire proprement. Et là, c'est plus difficile. C'est-à-dire, vous allez savoir dire, même les 6e, ils savent me dire où est la source de lumière. Vous me dites quoi ? Ah voilà, ça déjà, on voit que le niveau a monté depuis la 6e. En 6e, ils me disent, mais monsieur, c'est à droite. Ou c'est à gauche. Ils me disent à gauche. Ils me disent, moi je dis à gauche. À gauche. Et ils disent non, de l'autre côté. Mais alors, à droite ou à gauche ? Alors déjà, je leur fais comprendre que ça dépend de qui parle. D'accord ? Et ça, c'est pas évident. Il y a un problème de référentiel. Donc si je suis comme vous, alors effectivement, à gauche, je comprends que la source de lumière est à gauche. Et après, je leur fais construire à peu près une demi-heure la phrase qui est dans la direction qui est perpendiculaire au terminateur, opposée à l'ombre. Donc opposé à l'ombre, ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà un bon début. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on veut faire une phrase précise en sciences, on galère. C'est d'ailleurs ça la galère de la physique et des maths et de la chimie aussi d'ailleurs, et de la biologie, c'est faire des phrases précises. D'accord ? Et ça c'est compliqué. Enfin c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est ce que vous apprenez depuis que vous faites des sciences. Donc la source de lumière, elle est par là. D'ailleurs, si on regarde ce truc-là, on voit que c'est la même chose. Alors après, en 6e, je leur dis, mais c'est plus pratique ici ou c'est plus pratique là pour avoir la direction de la lumière ? Alors ils me disent, c'est plus pratique là. Et je leur dis, pourquoi ? Parce que c'est plus grand. Donc du coup, on peut mieux tracer. On a une meilleure précision de mesure. Alors j'échafaude pas avec vous, vous savez ce que c'est le problème de l'incertitude dans la mesure. S'il n'y en avait que ça, c'est pas facile de faire passer la règle dans un machin qui est en plus flou,
parce qu'il y a une partie de pénombre. Hein. D'accord, donc il y a une incertitude sur la direction. Donc on peut discuter de ça aussi. Et après, je leur dis, c'est quoi ce truc-là? Alors en sixième, ils me disent, c'est un autre satellite. Ah ben, je dis non, quand même, regardez, ça ne ressemble pas du tout à ça, quoi. Enfin, ça n'a pas la même texture, ça a l'air tout noir. Elle me dit, ah non, mais c'est l'ombre de lui. Alors je dis, c'est l'ombre de lui. Alors si c'est l'ombre de lui, elle est où la source qui fait l'ombre? Alors on repart pour une demi-heure sur la ligne qui joint les deux points à l'opposé de l'ombre. Alors il dit, bah, par là. Ah mais du coup, ça ne marche pas avec l'autre. Ah merde alors. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est l'ombre d'un autre truc qui est en dehors du champ. D'accord, 1 heure de travail avec des sixièmes sur ça. D'accord, pour faire des phrases précises et comprendre que les ombres sont à l'opposé de la source et que le machin qui fait l'ombre, il est au milieu. Enfin voilà, des choses comme ça qui vous sont évidentes. Mais voilà, pour vous dire qu'on peut faire ça, j'ai même fait ça avec des CM1, avec des CM1 et des CM2. Pas sur ça, mais d'autres petites choses assez simples aussi, avec des CM1 et des CM2. Donc on peut faire ça à tous les niveaux et s'amuser quand même. Alors, ce qui va nous intéresser là dans les 10 minutes qui restent, ou 15 minutes, avant qu'on discute un peu, voilà la machine qui sur Pandora extrait un minerai qui s'appelle l'unobtainium, assez mal nommé, parce qu'on aurait dû dire l'unobtainite plutôt que l'unobtainium. L'unobtainium, ça fait un peu comme aluminium ou beryllium, ça fait un peu corps simple. Bon, ils appellent ça un minerai quand même, c'est pour ça que je dis ça dans le film. La machine qui est derrière, elle est assez titanesque. Hein. Ici, on a un humain qui donne l'échelle, du camion qui donne l'échelle de la machine. Ces machines-là, elles existent sur Terre. Enfin, pas aussi grosses que ça, mais ça existe, ça s'appelle les excavateurs à roues. Ça fait 200 mètres de long, 100 mètres de haut, et ça sert dans les mines à ciel ouvert. Hein. Ça, à peu près, ça rabote 10 mètres d'épaisseur sur la surface d'un terrain de foot en une journée. Hein. Donc, quand ça commence, c'est pour des grandes mines. Hein. C'est pas pour dans son jardin creuser une petite rigole et mettre ses câbles électriques. Hein. C'est vraiment, c'est les mines, quoi. Donc cette machine-là, elle est là. Ils extraient de cet unobtainium, alors on comprend bien le sens avec la racine anglaise, que c'est un machin un peu bizarre qui évidemment n'existe pas et n'est pas non plus ni dans la classification périodique, ni un mélange de tout ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait être cet unobtainium? Voilà ce qu'on voit dans le film. Voilà comme il est présenté l'unobtainium. Ça, c'est un morceau au-dessus de ce truc qui tient tout seul en l'air. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la lévitation. C'est possible. On sait faire ça. On sait faire ça, on va voir comment. Ça, c'est de la lévitation, surtout qui tient tout seul. Alors ça rappelle une autre manip de lévitation, qui est celle-là. Alors un peu différent, c'est pas de l'unobtainium, ça marche sur Terre. Là, on a une petite coupelle. Dedans, on a une pastille d'une céramique qui est supraconductrice, qui est refroidie par un bain d'azote liquide. Elle est plongée dans de l'azote liquide. C'est pour ça qu'on a un peu de givre là, et puis c'est de la condensation ou de la cristallisation d'eau, de la vapeur d'eau qui est dans l'air. Et ça, c'est un aimant qui lévite au-dessus de la pastille supraconductrice. Alors il y a une petite manip pour voir en vrai comment ça fonctionne. On voit ça, il y a ce petit film qui va vous montrer ça. Allez sur ce site-là de l'Université d'Orsay. Il y a énormément, ça marche là? Il y a énormément de petits films autour de la supraconductivité. Il y en a qui sont vraiment marrants, quoi. Alors ça, c'est l'effet Meissner dont vous entendrez peut-être parler dans vos cours. Alors voilà ce qu'il a. Il a ici la pastille supraconductrice, qui pour l'instant ne l'est pas, elle est à température ambiante. Il y a un aimant qui ne colle pas, autrement dit la pastille n'est pas magnétique et l'aimant n'est pas sensible au champ magnétique de l'aimant. Il met l'aimant sur la pastille dans un petit récipient et là il verse ce liquide qui est de l'azote liquide, 77 Kelvin, moins 196 Celsius. Donc ça va refroidir la pastille en dessous de sa température à partir de laquelle elle devient supraconductrice. Et à ce moment-là, l'aimant va spontanément se mettre à léviter au-dessus de la pastille. D'ailleurs, un ticket de métro prouve qu'on peut passer en dessous. On fait ça comme dans la magie. Et ça passe en dessous, ça tient tout seul. Alors évidemment, ça ne tient pas tout seul. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, le champ magnétique de l'aimant a induit des courants dans le supraconducteur. Les courants induits, d'habitude, se dissipent parce qu'il y a une résistance dans le conducteur, par effet Joule. Là, il ne se dissipe pas, parce que c'est un supraconducteur dont la résistance électrique est exactement égale à 0 quand on passe sous la température critique, qui en l'occurrence pour celui-ci, c'est 100 Kelvin. Donc là, on est à 77 Kelvin, environ 100, peut-être, je ne sais pas combien, 102 ou 100 Kelvin, mettons. Et donc cet objet-là n'a pas de résistance au courant électrique, et les courants induits ne sont pas dissipés, et des courants qui se déplacent font des champs magnétiques qui vont venir exactement s'opposer au champ magnétique de l'aimant et vont faire que c'est ça l'effet Meissner, vont faire qu'à l'intérieur du supraconducteur, le champ magnétique total sera exactement nul dans le volume du supraconducteur. Avec pour conséquence, on peut montrer qu'on a une lévitation stable. Si vous prenez deux aimants, vous savez, pôle nord, pôle sud, ça s'attire, et pôle nord, ça se repousse. Vous mettez un pôle au-dessus de l'autre et vous essayez de le faire tenir, vous n'y arriverez jamais, il n'y a aucune chance. C'est pas stable et c'est même pas un équilibre. D'accord, ça, je laisse ça quand vous aurez vu les équations de Maxwell en détail. Divergence de B égale 0, et donc il y a des problèmes. Vous verrez ça plus tard, vous arrivez en SP, et en sup dans un an.
Donc, on a une lévitation stable, et ça ressemble exactement à ce qu'on voit de l'unobtainium. Ça ressemble exactement à ce qu'on voit de l'unobtainium, une lévitation stable. Ça n'est pas refroidi, il n'y a pas de refroidissement. Ça, c'est le minerai qu'on va chercher, donc ce n'est pas l'aimant. Hein. Les aimants, ils sont planqués dans la boîte, là. Le minerai qu'on a été chercher, c'est le supraconducteur, qui n'est pas refroidi, donc qui est à température ambiante. Le Graal de la physique des matériaux, c'est le supraconducteur à température ambiante. Si on trouve ça, cling. Le gars qui pose le brevet pour ça, je peux vous dire, il va empocher, quoi. Parce que du coup, vous pouvez fabriquer des câbles électriques dans lesquels l'électricité va se propager avec zéro perte, zéro. Tous les câbles EDF, là, les 500 000 volts, où on met 500 000 volts pour éviter qu'il y ait trop de dissipation, zéro dissipation. Les moteurs des bagnoles électriques, zéro dissipation. Chez vous, l'ordinateur, plus besoin de vente, zéro, là, zéro, zéro, zéro. D'accord, au niveau économie d'énergie, je peux vous dire, ça fera beaucoup d'économie d'énergie, électrique en tout cas. Bon, il faut être capable de faire ça, on ne sait pas faire ça. Donc je peux comprendre effectivement qu'ils aillent chercher ça. Si on trouve un supraconducteur à température ambiante, on est content. Bon, aller le chercher en voyant interstellaire, c'est un peu compliqué. On en ramasse un bout et après on fait le même sur Terre. Hein, parce que ce truc-là, c'est forcément un mélange d'éléments qu'on trouve dans la classification périodique. Et après, on fait bosser les chimistes pour trouver la façon de le fabriquer en grande quantité. Hein, comme on fait fabriquer plein d'autres trucs. Donc une fois qu'on a trouvé un bout, on reproduit. Alors, une fois qu'on a compris que le deutérium, ça ressemble à un supraconducteur à température ambiante, quand j'ai dit on fait bosser les chimistes, hein, c'est pas péjoratif, hein, la chimie colore la vie, premièrement. J'étais très fort en chimie et j'ai adoré la chimie avant finalement de faire de la physique, choisir la physique pour faire de l'astrophysique. Et la chimie, c'est éminemment utile. Donc j'ai pas dit ça, j'ai dit on fait bosser les chimistes parce qu'il faut des chimistes pour être capable de faire cette production-là. C'est pas un physicien qui va dire ah les gars, on va faire ça comme ça marchera pas. Ça en général, ça merde. Et je parle même pas des matheux, ils savent même pas ce que c'est un supraconducteur. Donc, enfin, j'écris encore une fois, je critique les matheux parce que d'habitude c'est les matheux qui disent que les physiciens c'est des charlots. Et les physiciens regardent la chimie en disant les super charlots. Donc là, pour le fois, on va refaire dans le haut. On va remonter dans l'autre sens. Alors une fois qu'on a compris que c'était un supraconducteur à température ambiante, on peut essayer de comprendre cette chose-là, assez incroyable, des montagnes qui flottent dans les airs. Et là, ça a l'air super clair. On se dit, eh bien ces montagnes, elles sont en unobtainium, dans ce supraconducteur à température ambiante. Il n'y a évidemment pas que ça, hein. Il y a un peu de terre, des fleurs, des arbres, il y a un peu d'eau qui coule. Bon, il n'y a pas que de l'unobtainium, mais il y en a. Dans le champ magnétique de la planète, enfin de Pandora, qui n'est pas une planète, mais mettons d'un satellite, enfin mettons dans le champ magnétique de Pandora, et puis ça tient. Super. Bon, alors ça, c'est toujours comme ça en physique, on a des fois des super idées, puis à la fin, on met des nombres. J'insiste là-dessus, aparté. Tout à l'heure, je parlais des unités. Les applications numériques, c'est pas pour emmerder le topin, quoi. Un peu. Mais à un moment donné, quand vous allez faire des ponts, des routes, ou je sais pas quoi, de l'ingénierie, si vous faites des ponts, par exemple, il va falloir commander des tonnes de béton, quoi. Et c'est pas le même prix si c'est 1000 tonnes ou 10 000 tonnes, quoi. Et si vous commandez 10 000 tonnes et qu'il en faut 1000 tonnes, il y a quelqu'un qui va gueuler dans la boîte, quoi. D'accord ? Et si vous commandez 1000 tonnes et qu'il fallait 10 000 tonnes, il y a des gens qui vont gueuler aussi, mais sur le pont cette fois-ci. Donc, voilà. Les applications numériques, c'est juste super important. D'accord ? Donc, quand on a une idée, c'est assez normal, quand on a un résultat, quand on a un raisonnement, d'aboutir à une valeur numérique qui permet de se dire, bah, voilà, ça donne ça, est-ce que je pourrais le faire ? Est-ce que c'est raisonnable de le faire ? Ça donne un résultat raisonnable, d'être capable de critiquer son résultat. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ce gros machin, c'est un supraconducteur, il est dans le champ magnétique de Pandora, et il évite sous l'effet du champ magnétique de Pandora. Alors, il faut essayer d'estimer quel est le champ magnétique nécessaire pour faire léviter. Regardez là, c'est un hélicoptère. Donc ça, c'est un gros caillou. Hein. On va dire, pour être généreux, qu'il fait 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres. Hein. Il fait 1 million de mètres cubes. 1 million de mètres cubes. Alors, 1 million de mètres cubes, je ne connais pas la densité, mais enfin, si c'est du caillou habituel, et je suis peut-être généreux, ça serait peut-être beaucoup plus dense que ça, l'unobtainium. Mettons la densité du caillou qui est à 3 kg, 3 tonnes par mètre cube. Ça pourrait être 5, ça pourrait être 8, si c'est plutôt de l'acier, enfin ça pourrait être beaucoup plus, mais mettons 3 ou 4. Ce truc-là, ça fait plusieurs millions de tonnes, on va dire, en étant généreux, plusieurs millions de tonnes. Il évite au-dessus du sol, à 20 ou 30 mètres au-dessus du sol de la planète. Ce n'est pas un petit aimant qui lévite à 1/2 centimètre ou 1 centimètre au-dessus d'un supraconducteur. Hein. D'accord ? C'est plusieurs millions de tonnes qui lévitent à 20 mètres au-dessus de la planète. C'est quoi le champ magnétique pour ça ? Alors, je vous dispense du calcul. Je ne savais pas le faire. D'ailleurs, j'étais voir mon copain Julien Bobrov qui a fait le petit film que vous avez vu et qui lui est un spécialiste de supraconductivité. Vas-y, il a calculé comme un bourrin. Il m'a dit, la réponse est, moi j'ai dit, t'as raison, 10 000 Tesla. Alors là, évidemment, on se dit,
Et on recommence. Bon, on s'attend à travailler un grand nombre, de toute façon, parce que c'est juste délirant, évidemment, ce Avatar. Pour la science, il n'y a pas de problème. 10 000 Tesla, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors vous, évidemment, je n'ai pas besoin de vous convaincre que 10 000 Tesla, c'est beaucoup, parce que vous savez ce que c'est un Tesla, vous savez ce que c'est les champs magnétiques. Mais quand je parle à du grand public, quand vous dites 10 000 Tesla, les gens disent « Ah !» Je dis « Pourquoi c'est grand, 10 000 Tesla? Pourquoi ça vous fait peur ?» Parce qu'à cause de 10 000 ? Bah oui, c'est à cause de 10 000. Et pourtant, je fais 1 milliard de nanomètres. Un peu plus qu'un milliard. Je fais 1,75 milliard de nanomètres. Ça vous impressionne? Donc, ce n'est pas le nombre qui est impressionnant, c'est le nombre et son unité. D'accord? Donc 10 000 Tesla, c'est impressionnant parce que c'est 10 000 Tesla. Évidemment, pour vous, c'est une trivialité, mais c'est important d'avoir l'unité encore en physique, c'est super important. Un nombre sans unité n'a pas de sens. On peut le comparer, parce que je ne vais pas expliquer ce que c'est un Tesla aux gens, ils ne vont pas s'en rendre compte, ils n'ont jamais fait de manip ou de TP, d'électromagnétisme. Alors je le compare avec le champ terrestre qui vaut 50 millionièmes de Tesla, le champ de la Terre. Donc entre 10 000 et micro, enfin il y a 10, et il y a micro et 1000 ici, il y a un facteur 1 milliard. Donc c'est un champ qui est 1 milliard de fois le champ magnétique terrestre. Les éléments permanents à la con, comme on avait tout à l'heure, là c'est 1 Tesla, de l'ordre ou 0,1 Tesla. Les records en labo, c'est quelques dizaines de Tesla. C'est quand même assez remarquable. Il faut faire attention quand on rentre dans la pièce où il y a l'aimant. Hein. Pas de carte bleue, pas de pacemaker, pas de montre, pas rien du tout. Sinon la montre elle est magnétisée, la carte bleue il n'y en a plus. Le pacemaker il est à raide. Enfin, il ne faut pas déconner. Il y a des photos spectaculaires où on voit des gars avec des chaînes, des grosses chaînes là. Des grosses chaînes qui pèsent des kilos. La chaîne, elle est horizontale vers l'aimant. Le gars, il tient comme un bourrin. Il y a son pote qui tient derrière. Et ils sont avec une chaîne qui est horizontale vers l'aimant, tellement le champ magnétique est intense. Et puis, bon, ça, c'est l'astrophysique. Alors, c'est un autre monde. Le champ magnétique Newton à neutron, c'est 100 milliards de Tesla. Ça, c'est vraiment beaucoup. D'accord ? Donc, 10 000 Tesla, c'est énorme. Et probablement, si vous prenez un atome et vous le mettez dans un champ à 10 000 Tesla, l'atome, vous l'explosez. Et puis les noyaux aussi, vous faites un coup terrible aux noyaux. Hein. Les champs magnétiques qu'on utilise dans un appareil qu'on appelle d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, c'est appareils qui ont des champs magnétiques de l'ordre de 5 à 10 Tesla. D'accord ? Quand les très bons appareils ont 10 Tesla, pour avoir une résolution d'imagerie très fine, les appareils courants, ils ont 5 à 6 Tesla. D'accord ? Donc, ça ne marche pas. Ça veut dire que donc c'est pas cohérent, il n'y a pas d'autre explication. Pourquoi ça tient tout seul ? Il n'y a aucune raison que ça tienne tout seul s'il n'y a pas quelque chose qui fait léviter. Contre la gravité, ça aurait pu être cette affaire-là, ça ne l'est pas avec les nombres. Mais c'est pas grave, encore une fois. L'idée, c'est pas de se dire que le film est nul parce que la science est nulle, ce film est nul parce que son scénario est nul. Et après, la science, elle est ce qu'elle est dedans. La biologie, elle est mieux faite. Mais il n'est pas nul parce que la science est nulle, il est intéressant parce que la science est nulle, parce que précisément on peut faire un petit exercice de physique et essayer de se triturer la tête et sortir des informations qui ne sont pas données, essayer de comprendre ce qu'on voit à l'aune de la physique que l'on connaît sur la Terre. Alors je vais finir par le vaisseau interstellaire, parce qu'il est très joli et lui il est très bien fait, il est bien pensé. On ne saurait absolument pas faire cette chose-là, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne saurait pas faire ça, mais il est bien pensé et encore une fois, pour vous montrer qu'on peut sortir de l'information de manière très inattendue. Et que c'est important d'avoir comme ça, d'être attentif à ce qu'on voit et de maîtriser toute la physique. Maîtriser la physique que vous avez appris, c'est pas juste savoir s'en servir. On vous dit aujourd'hui c'est l'optique, clac, il y a la carte optique qui se met en tête et puis vous oubliez, j'en sais rien moi, la gravité et tout ça. D'accord ? Il faut être capable de servir de la physique en continu, au quotidien après s'en servir. Bon, pas tous les jours, mais pas au supermarché, enfin quoi que. Mais voilà, d'être capable de réagir en tant que physicien, pas seulement quand on vous pose la question. Voilà. Alors ce vaisseau. Là, on voit manifestement ce qu'il y a là d'être le bloc moteur. Il y a un câble qui tire ici le cargo, comme on dit en anglais, les soutes, et puis là, l'endroit où vivent les gens. Alors le bloc moteur d'abord, vous voyez qu'il y a ici des zones qui sont rougeoyantes. Elles sont rougeoyantes parce qu'elles rayonnent, parce qu'elles sont chaudes. Et pourquoi elles sont chaudes ? Parce qu'elles ont été réchauffées par quelque chose, par le bloc moteur. Quelque part, dans ces grosses sphères-là, il doit y avoir le carburant. Je ne discute pas le carburant, sinon j'en ai pour pas 1 heure, mais largement plus de 20 minutes. Il y a du carburant là-dedans. On fait réagir quelque chose, à l'arrière, par ici et par là, par ici et par là, est éjecté quelque chose, le plasma très chaud, à très grande vitesse, parce que le vaisseau, il a mis un peu moins de 6 ans, un peu moins de 6 ans pour faire 4 années-lumière, pour aller jusqu'à Proxima du Centaure. Vitesse moyenne, 2/3 de la vitesse de la lumière. Donc, le moteur, 2/3 de la lumière. Nous, on sait faire actuellement le top du top de ce qu'on n'a jamais su faire en termes de vitesse atteinte par un objet construit par l'homme. C'est dans l'espace interplanétaire, c'est 1/10 millième de la vitesse de la lumière. Donc, il y a une petite marge. Et donc, ça sort par là. Donc, le vaisseau, quand il est accéléré, il avance dans ce sens-là. Il avance par ici. D'accord ? Et évidemment, c'est chaud, il y a une réaction qui se produit à l'intérieur, ça chauffe, et il faut évacuer la chaleur qui ne sert pas à chauffer les gaz et être éjecté. Et pour l'évacuer, il faut un radiateur. Et dans l'espace, c'est la seule façon d'évacuer la chaleur par un radiateur, au sens rayonnement, parce qu'il n'y a pas d'air pour faire de la convection.
et il n'y a pas d'air non plus, ou de matière en général, pour faire de la conduction. Il n'y a ni conduction, ni convection faute de matière, parce que là, il faut un support matériel, il n'y a que le rayonnement, donc là, c'est les radiateurs. Là, c'est sûrement un système qui, je sais pas, détecte ce qui se passe à l'avant. Il y a ce long câble ici qui est très intéressant, il n'a pas une forme quelconque, hein, si vous le regardez bien, il a une section variable qui a la forme de la tour Eiffel. Je vous dis ça, et puis démerdez-vous avec. Je n'ai pas le temps d'en discuter, mais il y a une raison pour ça. Et puis là, ici, alors j'ai déjà dit les radiateurs, les réservoirs, le câble, les soutes, parce que là, il y a les navettes qui prennent des trucs et qui démontent et qui descendent. Là, c'est les modules de vie. Alors, comment je sais que ce sont les modules de vie? Parce que ce bras ici, dans le film, on le voit tourner. Et pourquoi il tourne, à votre avis? Ça fait une force centrifuge à l'extérieur des bras, même pas à l'extérieur, partout le long des bras, qui est maximum au sommet des bras, de sorte que ça fasse une sorte de pesanteur artificielle à l'extrémité des bras. Pourquoi on veut une pesanteur artificielle? Parce que les humains vont voyager 6 ans, et s'ils sont en apesanteur pendant 6 ans, les muscles, etc. Donc on veut les mettre, bien qu'ils dorment, vous voyez bien dans le film, ils dorment, à la fin on les réveille. Bon, 6 ans, ils dorment 6 ans, je ne sais pas comment on fait ça, c'est encore une autre question. Mais ils se réveillent et ils marchent normalement, tout va bien. Leurs muscles ont été habitués, sont restés dans la pesanteur terrestre ou la pesanteur de Pandora pendant 6 ans, grâce à la rotation de cette chose-là. D'accord ? D'où l'intérêt d'avoir une pesanteur artificielle. Alors quand on est un dingue comme moi, on se dit, tiens, ce truc-là, ça tourne. Ça doit créer quelque chose comme une force centrifuge équivalente à 1 G à l'extérieur. Et puis moi, je prends image par image, j'essaie de voir en combien de temps ça fait pour faire un tour. On ne le voit pas faire un tour dans le film, on va le faire un peu moins d'un quart de tour, à peu près un quart de tour. Et il met 9 secondes pour faire un quart de tour. Donc la période, c'est 36 secondes. Et donc la longueur du bras, je la connais. R oméga 2 égale 1 G, R égale, je ne sais pas, oméga 2 égale ce qu'il faut pour que ça fasse un tour en 36 secondes. Et donc je calcule le rayon ici, je crois que c'est de l'ordre de 200 mètres. Et donc la longueur du vaisseau, c'est 2, peut-être 3 km. Avec un petit détail, c'est que il est de biais, donc je sais pas, il y a un effet de parallaxe qui fait que voilà, cette partie-là, elle est plus proche que celle-là, et donc je suis un peu embêté pour avoir vraiment sa longueur. Mais je peux comme ça, l'échelle de longueur sur cette image, je l'ai, c'est 200 mètres et c'est ce bout-là. D'accord ? Donc ça qui est un peu inattendu, c'est qu'on veut comparer des choses, mais si on n'a pas d'échelle de comparaison, on ne sait pas combien fait quoi. Quelle est la question qui serait un exercice qui serait avec le petit extrait de film, on vous donne l'extrait de film, qui dure même pas 1 minute, 45 secondes, et on vous pose une question, vous avez 1 heure, quelle est la longueur du vaisseau ? C'est ça un problème mal posé, c'est ça un problème de recherche. Quel est l'âge de l'univers? Si ce n'est pas écrit dans les livres, il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir comment on fait pour faire des manips qui vont, etc., aboutir à ce qu'on mesure l'âge de l'univers, qu'on détermine l'âge de l'univers. Dernière question pour clôturer. C'est quoi ce truc qui est là? Hein? J'entends pas? On dirait un panneau solaire. Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut donner toutes les réponses qu'on veut, puis après on les trie. C'est comme en science. Si les scientifiques s'autorisaient à parler que quand ils disent des choses vraies dans leur laboratoire, ils fermeraient leur gueule quasiment tout le temps. Ça serait assez triste. Enfin, vous pouvez confirmer. Parce qu'on dit des conneries régulièrement. Le point, c'est pas de dire des conneries, c'est pas de dire 2 fois la même. Parce que quand on a compris que c'est une connerie, on arrête, quoi. On dit, ok. On la répète pas. Donc, on peut dire n'importe quoi, et donc se libérer un peu par l'imagination, mais après on fait le tri. On dit, ah oui, alors ça, non, parce que telle raison, ça, oui ou non. Alors les panneaux solaires, pourquoi pas? Alors quand ils sont dans l'espace interstellaire, on n'y croit pas trop, parce qu'entre les étoiles, il y a moins de lumière, beaucoup moins de lumière. Et puis là, il y a un bousin qui propulse un vaisseau à 2 tiers de la lumière. Bon, allez, on en prend un pour 1000 ou un pour 10 000, ça va bien chauffer la boutique. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de source de lumière supplémentaire. Alors oui, le coup des projections, là, c'est bizarre. Alors ça veut dire quoi que les projections, elles vont par là et les gars, ils sont là. C'est pas bon, ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis les projections dans l'axe, probablement. On peut imaginer qu'ils ont pris les projections un peu sur le côté. D'accord? Du coup, ils perdent un peu en poussée. Mais au moins, le plasma chaud qui sort de là, il ne va pas écrabouiller les mecs. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vas... Eh bien oui. Mais ça protège le module de vie. Mais pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai raison. J'ai raison. En fait. Mais ça, c'est l'argument d'autorité. Mais il y a le vaisseau, il avance, en fait, même raison ou pas raison, le vaisseau, il avance dans un sens. C'est celui que tu veux. Plein pot comme ça. Et comment il s'arrête? Oui, comment il s'arrête? Mais comment il fait pour aller dans l'autre sens? La force. Il n'y a pas de Jedi dans le vaisseau. Il n'y a pas de Jedi. Hein?
Les midi-chloriens, non, ça marche pas. Pas dans Avatar. Mais on pourrait. Il se retourne. C'est la seule solution. Sinon, il faudrait qu'il ait un réacteur vers l'avant, un réacteur qu'il pousse dans le dos ou qu'il pousse dans le ventre selon l'endroit où il veut aller. D'accord ? Donc il faut qu'il se retourne. Là, il y a ce machin. Ça sort par là, ça sort par là. Quand ça se fait ça, et que l'avant, que le vaisseau, ça tu décides que c'est l'avant, il accélère dans ce sens-là. Et quand maintenant tu retournes le vaisseau, eh ben cette chose-là, elle s'oppose au mouvement et ça le freine. Sauf que cette partie ici, le module de vie se retrouve à être dans le milieu interstellaire, face au milieu interstellaire. C'est un gaz très peu dense, quelques milliers, dizaines de milliers de particules par centimètre cube. Donc c'est-à-dire c'est plus vide que le meilleur vide qu'on sait faire sur Terre. Il faut réaliser ça, c'est le milieu interstellaire, et c'est plus vite que le meilleur vide qu'on sait faire sur Terre. Et quand on arrive à 2/3 de la lumière là-dedans, ben les particules arrivent plein pot vers vous quand même. Elles ont beaucoup d'énergie, des méga-électronvolts. Et si vous êtes dans la cabine là-dedans en train de dormir, vous êtes irradié par des particules de haute énergie. C'est pas bon ça. Donc vous mettez un bouclier qui va protéger les voyageurs. À l'aller, quand ça accélère, la masse du bloc moteur protège les passagers, sans problème. Ce vaisseau, il est vraiment bien. Il a une belle gueule. Enfin, il est conçu, quoi. Il y a une personne qui a réfléchi, il y a un scientifique qui a réfléchi. C'est pas un sbire à Cameron qui a dit on va faire un vaisseau cool et qui a fait ça, c'est sûr. Il y a un scientifique qui a réfléchi à ce vaisseau. Ça, pour moi, c'est évident. Et après, les mecs, ils ont fait un truc. Et c'est pas du tout un vaisseau comme Star Trek, comme Enterprise, je sais pas quoi. Hein. Il est fonctionnel. Voilà, il est fonctionnel, ce vaisseau. On ne sait pas le faire, pour plein de raisons. Mais il est fonctionnel. Donc là, c'est vraiment bien fait, je trouve, c'est sympa. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1h15 que je parle, j'avais dit 45 minutes. Donc comme j'avais dit à Maud, ça diverge. On peut discuter encore un peu, moi j'ai un train pas dans 8 heures, donc quand je vois l'heure qui tourne, je me dis putain, c'est pas possible. Mais on peut discuter un peu, je serais ravi de répondre à vos questions. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Questions ? Non ? Comment ? Oui. Il marche pas ? Il marche pas le micro ? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Elle a compris l'idée là. Oui, c'est vrai que... Oui. Il y a surtout les devoirs pour demain. Merde et équipe. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Philippe Pullman, La Croisée des Mondes, la trilogie ? Oui, mes enfants ont lu ça, mais moi je ne l'ai pas lu. Ah. Dans Pullman, oui, je vois ce que c'est. Pourquoi il y a de la science dedans aussi ? C'est la théorie des mondes parallèles en fait. Ah oui, bah ça c'est classique. Je voulais savoir. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors juste en 2 mots. Alors je vais faire la version désagréable. Après on pourrait épiloguer sur des heures. Mais la version désagréable c'est quoi ? Ou d'univers parallèle. On peut se demander d'abord c'est quoi l'univers ? D'abord restons dans l'astrophysique. On se demande c'est quoi l'univers ? C'est quoi l'univers ? C'est la structure dans laquelle on évolue. Hein ? C'est la structure dans laquelle on évolue. Ouais, mais alors une définition, c'est l'ensemble de toutes les choses. Ah oui. Sauf que ça, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas être en contact, tout simplement parce que l'information qui t'en vient met un temps très grand si elles sont très lointaines. Parce que l'information, au mieux, elle va à la vitesse de la lumière. Donc en fait, il y a un univers qui est l'ensemble de toutes les choses, tu es contente avec ça, et il y a un univers qui est l'univers dont on peut parler, qui est l'univers observable. Et l'univers observable, c'est l'ensemble de toutes les choses dont tu as reçu de l'information. D'accord ? Donc ça veut dire pas toutes les choses. C'est grand, mais c'est pas toutes les choses. Donc le seul univers dont on peut parler en astrophysique, c'est l'univers observable. Et l'univers, toutes les choses, il y a des trucs, on ne sait pas, ça dépasse. D'accord ? Donc l'univers observable, voilà, ça c'est déjà important d'avoir réalisé qu'il y a l'univers observable. Alors après, avec ça, en tête, tu te dis, est-ce qu'il y a des univers parallèles ? Un univers parallèle, c'est-à-dire quelque chose qui t'envoie de l'information et qui n'est pas ton univers observable. Donc c'est pas compliqué, l'univers parallèle, soit il t'envoie de l'information et tu en reçois, tu peux interagir avec lui. Et donc c'est ton univers, et donc il n'est pas parallèle. Soit tu ne peux pas interagir avec lui, et là c'est de la poésie. Enfin je ne critique pas la poésie, bien au contraire, mais c'est pour dire que c'est autre chose que de la science, parce que tu peux en parler sans crainte d'être contredite. La science, c'est parce que tu dis des choses, tu les poses sur la table et tu te mets à poil, quoi. Tu dis, bah voilà, je pense ça. Et s'il y a quelqu'un qui fait la manip qui dit, bah ton truc, ça marche pas, bah t'as faux. T'as faux. C'est pas une discussion, une manip contre ton truc, t'as faux.
Alors pour avoir vrai, c'est plus compliqué. Tu n'as jamais vrai en fait. D'accord. Donc c'est pour dire que les univers parallèles, si on reste, je fais un truc un peu strict, on pourrait discuter un peu plus longuement, mais dans un cadre un peu strict, univers parallèle, ça n'a pas de sens en sciences strictes, on va dire. Voilà. D'accord. Soit c'est notre univers, soit c'est un truc qu'on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas d'informations dessus. Pas parler en tant que scientifique. Alors après, on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc les univers parallèles, c'est un classique de la science-fiction ou du fantastique, hein, ça évidemment. Parce que le voyage dans le temps, c'est pareil, le voyage dans le temps, il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Voilà. Il faut diminuer. Il y a ça, mais alors il y a plein de raisons, mais il faut aller plus vite que la lumière pour voyager dans le temps. En fait, voyager dans le temps, ça veut dire quoi? Voyager dans l'espace, c'est facile, tu te déplaces. Bon, très bien. Et quand tu voyages dans l'espace, tu voyages aussi dans le temps. Même sur... Là, je fais rien de spécial et on voyage dans le temps. C'est pas très excitant parce que toutes les secondes, il passe une seconde, mais on voyage dans le temps en faisant ça. On ne peut pas arrêter ça. Mais voyager dans l'espace, si je pars de là et que je veux revenir là, je peux faire une boucle, je fais un petit mouvement comme ça, hop, et je reviens à mon point de départ. Sauf que dans un diagramme espace-temps, je n'ai pas fait une boucle, j'ai fait une spirale. D'accord. J'ai fait une espèce de machin, je me suis déplacé dans le temps et dans l'espace. Il faut toujours avoir cette troisième dimension. Quand je fais ce petit cercle-là, non, imaginez-le à 2 dimensions, parce que bien qu'on soit à 3 dimensions, imaginez-le comme à 2 dimensions, et vous gagnez la dimension temps en plus. Donc vous ne revenez pas à votre point de départ. Vous revenez à votre point de départ spatial, mais pas temporel. Il s'est passé 2 secondes pour faire le tour. D'accord. Donc le voyage dans le temps, ça voudrait dire que vous faites une boucle dans le temps. Comme vous faites des boucles dans l'espace, vous faites une boucle dans le temps. Et dans un diagramme espace-temps, vous faites le temps verticalement, l'espace horizontalement. Quand tu fais une courbe là-dedans, la tangente à la courbe, c'est dt sur dx. C'est l'inverse de la vitesse. D'accord. La tangente à la courbe, c'est la vitesse. Donc si tu fais une courbe, si tu fais une courbe qui revient dans le temps, tu pars d'un point du temps, puis tu reviens, ta courbe, à un moment donné, aura une tangente horizontale. Donc un 1 sur v qui sera 0. Et donc une vitesse qui sera infinie. Et donc en particulier plus grande que la lumière. Donc d'accord, faire une boucle dans le temps, ça veut dire dépasser les vitesses de lumière. C'est très simple à montrer. Donc ça pose un problème. Il y a des problèmes d'entropie, mais il y a plein d'autres problèmes aussi, de paradoxes, de logique simplement, de causalité. Il y a des problèmes de violation de causalité. Il y a plein de problèmes. Ça reste un sujet super, hein. Il y a fait des histoires super, hein. On n'en discute pas. Mais la physique a dit ok, on arrête. Alors en même temps, on peut voyager dans le temps, autrement dit que le temps, entre guillemets, s'écoule différemment, ou que les durées soient mesurées différemment par des observateurs différents. Si je voyage très vite par rapport à toi, par exemple, si notre vitesse relative est très grande, les durées que tu vas mesurer, un événement où nous voyons ici, moi je pars à une vitesse relative très grande par rapport à toi, très grande, ça veut dire, je sais pas, les 3/4 de la vitesse de la lumière par exemple, pendant un certain temps, puis je reviens, et l'événement, nous nous rencontrons à nouveau après mon voyage, la durée qui sépare ces 2 événements-là, tu vas mesurer par exemple 2 ans, et moi je vais mesurer par exemple 1 semaine. Donc pour moi, j'aurais d'une certaine façon voyagé dans ton futur. Et c'est tout. Je ne pourrais pas recommencer, recommencer si, mais je ne pourrais pas revenir en arrière. D'accord. Donc on peut bricoler avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, on peut bricoler pour, à condition d'aller vite, voyager dans le temps, entre guillemets, dans le futur. Donc il y a comme ça des choses, ça ne marche pas. On n'y peut rien. Ça fait comme des belles histoires, mais ça ne marche pas du tout en physique. On ne fait pas que la physique qu'on connaît. Très bien, Roland. Je pense que si tu ne veux pas louper ton train, oui, il va falloir s'arrêter. Donc je vous remercie d'être tous venus. Et puis j'aimerais qu'on remercie à nouveau Roland Lehoucq